Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une philosophie qui semble franchement plus pertinente que jamais dans notre monde où tout va à mille à l'heure. On va faire une plongée fascinante dans le manifeste de Dominique Leroux de 2005, L'art de la simplicité. C'est carrément le texte qui a posé les fondations du minimalisme à les françaises. Et attention, il ne s'agit pas juste d'un tuto pour apprendre à trier ses placards ou à jeter de vieux pulls. Pas du tout. C'est une méthode ultra globale, une vraie quête de liberté inspirée par des décennies d'observation du mode de vie au Japon. Le but de notre analyse aujourd'hui, c'est de déconstruire toute cette approche pour bien capter comment le fait de larguer le superflu nous permet au final de bâtir une vie beaucoup plus riche et intentionnelle. Allez, on plonge directement dans le bain avec cette citation qui résume un peu toute l'âme du livre. Moins on possède, plus on est libre. Boum, c'est vraiment l'idée centrale, la fondation absolue de toute la démarche. Dans une société qui nous pousse super souvent à associer la réussite au fait d'accumuler plein de choses matérielles, eh bien cette perspective prend complètement le contre-pied. L'équation, elle est super simple au fond. Chaque objet qui traîne, chaque pensée négative, chaque obligation sociale un peu forcée, tout ça agit comme un poids invisible qu'on se trimballe. Et en choisissant de s'alléger de ces fardeaux, qu'ils soient physiques ou mentaux, on ne crée pas un vide angoissant. Mais alors, pas du tout. On regagne un espace de liberté totale. C'est un gain immédiat en clarté, en énergie et finalement en indépendance pure. Du coup, pour bien suivre cette transformation, on va emprunter un petit parcours super logique en 5 étapes. D'abord, l'idée centrale du minimalisme, puis on passera au corps et à l'esprit, ensuite au foyer et à l'espace, au temps et aux relations, pour terminer sur le vrai moteur de tout ça, la sagesse ancestrale japonaise. On démarre donc tout de suite avec notre première étape, l'idée centrale du minimalisme, ou comment se délester du superflu. Ce qui est vraiment intéressant sur cette image, c'est le contraste. À gauche, on a la lourdeur typique du superflu. Tous ces cartons remplis de trucs gardés au cas où, ces petites boucles de pensées négatives qui tournent en rond dans la tête, ces habitudes qui ne nous servent plus à rien. Et à droite, paf, la promesse de la simplicité, la légèreté, une vraie clarté mentale et un bonheur qui s'installe dans la durée. L'idée, ce n'est pas de partir vivre dans une grotte de façon hyper austère, c'est plutôt un échange très très rentable. On accepte simplement de laisser partir ceux qui pèsent des tonnes pour faire place nette à une joie beaucoup plus profonde. Ce qui nous amène tout naturellement à l'étape 2, le corps et l'esprit. Et pour ça, on commence par l'intérieur. Sur le plan purement physique, l'approche est géniale, parce qu'il s'agit de transformer nos gestes un peu mécaniques en véritables rituels de pleine conscience. Manger un peu moins, d'accord, mais choisir une qualité absolument exceptionnelle. Le but, c'est de nourrir le corps, pas juste de le remplir à ras-bord. C'est aussi de prendre soin de son apparence avec une certaine sobriété élégante, sans avoir besoin de se noyer sous 15 produits de beauté différents chaque matin. Bref, l'hygiène et la santé ne sont plus de bêtes corvées, mais des moments privilégiés de respect envers soi-même, de petits rituels quotidiens qui nous ancrent vraiment dans l'instant présent. Et bien sûr, cette même bienveillance un peu exigeante, on l'applique à l'esprit. Parce que si le corps a besoin d'être bien nourri, le mental, lui, a un besoin vital d'être débarrassé de son bruit de fond constant. Imaginons un peu notre cerveau comme une galerie d'art. On doit devenir le conservateur ultra méticuleux des pensées qu'on accepte d'y exposer. Fuir cette agitation mentale, ça demande un peu d'entraînement, c'est sûr. Ça passe par des moments de silence délibéré, par la méditation, par la contemplation. Et c'est vraiment en faisant ce tri à l'intérieur qu'on arrive à installer une vraie paix, et qu'on retrouve la capacité d'entendre sa propre voix au milieu du brouhaha extérieur. Maintenant qu'on a apaisé l'intérieur, passons à l'étape 3, le foyer et l'espace. On va voir comment organiser notre environnement direct. Pour guider l'aménagement de notre espace de vie, le livre s'appuie sur un concept absolument magnifique, le wabi-sabi. C'est une esthétique japonaise hyper profonde qui va chercher la beauté directement dans l'imperfection, dans l'authenticité et le dénuement. On oublie le luxe ostentatoire ou la symétrie glaciale des magazines de déco, on n'est pas du tout là-dedans. Le wabi-sabi inspire des lieux épurés où on ne garde que les objets soit ultra fonctionnels, soit profondément beaux. En clair, chaque chose présente dans la pièce doit vraiment justifier sa présence. C'est une invitation à apprécier à fond les matériaux bruts, la patine du temps et surtout l'espace vide autour des objets, parce que c'est ça qui les met en valeur. Allez, on s'ouvre encore un peu plus vers l'extérieur avec notre quatrième partie, le temps et les relations. Voyons comment tout ça s'articule concrètement pour reprendre un peu le contrôle de son temps. On a une progression en 3 étapes, assez limpide. L'étape numéro 1, elle est vitale, on ralentit. On arrête net de glorifier l'urgence permanente pour enfin savourer le moment présent. L'étape 2, c'est d'appliquer un filtre qualité très strict à notre sphère sociale. On choisit de façon délibérée des relations qui nous nourrissent vraiment et qui sont sincères. Et enfin, l'étape 3, sûrement la plus compliquée mais de loin la plus libératrice, aller à l'essentiel, en réapprenant le pouvoir magique du mot non. Dire non à un dîner un peu superflu,
Au final, c'est dire oui à du temps de qualité pour soi ou pour les gens qui comptent vraiment. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière étape, la sagesse ancestrale japonaise. C'est littéralement le moteur qui fait tourner toute cette philosophie. L'un de ces concepts de base, c'est le ma. Le ma, c'est le vide, l'espace, la pause nécessaire. Et franchement, ça illustre à la perfection tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Prenons l'exemple de la musique. Ce qui crée la mélodie, c'est bien le silence entre les notes, pas vrai? Sans ces silences, on aurait juste un vacarme assourdissant. Eh bien, le ma, c'est pareil. Il doit s'appliquer absolument partout. On a besoin d'espace vide dans le salon pour respirer, de quelques marges libres dans l'agenda pour rêvasser, et de silence dans l'esprit pour trouver la paix. Le vide, ce n'est pas du tout une absence triste. C'est un ingrédient super actif et essentiel pour trouver l'équilibre. Et un autre principe hyper rassurant qu'on retrouve, c'est le kaizen. Ça désigne la pratique de l'amélioration continue, des petits pas progressifs. Et pourquoi c'est rassurant? Parce que l'art de la simplicité, ça ne tombe pas du ciel du jour au lendemain. Pas besoin de faire un énorme tri de printemps un dimanche matin en panique, non. C'est juste le fruit de tout petits ajustements au quotidien, d'intentions qu'on répète jour après jour. Retirer un bibelot inutile lundi, dire non à une réunion qui ne sert à rien mardi, c'est vraiment cette douceur et cette patience dans l'effort qui nous garantissent des résultats qui tiennent la route sur le long terme. Donc, le point crucial à retenir dans tout ça, c'est de bien capter le but final du voyage. L'art de la simplicité, ça n'a jamais eu pour vocation de rendre la vie terne, grise ou vide. Bien au contraire. En gommant le superflu, on laisse littéralement exploser l'essentiel. L'objectif, c'est de se sculpter une existence intense, super consciente et totalement épanouie. C'est le meilleur moyen de se retrouver dans une position où chaque choix est réfléchi. Et où la qualité, que ce soit pour le repas de ce soir, le choix d'un objet, l'emploi du temps ou nos amitiés, primera absolument et toujours sur la quantité. Et ça nous laisse sur une petite réflexion de fin, une vraie bonne question qui mérite qu'on s'y arrête 2 secondes. Face à tout cet encombrement, qu'il soit physique, mental ou dans l'agenda, quelle est la toute première chose, le tout petit truc précis qu'on pourrait désencombrer là, aujourd'hui, pour faire un premier pas vers plus de liberté? Que ce soit ce fameux tiroir qui déborde dans le bureau, une petite pensée limitante qui tourne en boucle, ou cette obligation sociale de jeudi qui ne nous enchante pas du tout, identifier cette petite chose, c'est le premier grand pas vers une légèreté retrouvée. La réflexion reste ouverte et l'exploration de la simplicité ne fait que commencer. Un immense merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour de nouvelles découvertes.